Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir. C'est bien la tribune réservée au décryptage de l'actualité nationale par notre consultant politique Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes expert électoral par ailleurs, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Vous avez entendu parler un peu de cette nouvelle polémique, on pourrait le dire ainsi. Le chef de l'État a pris service, a pris fonction le 6 avril et donc selon la Constitution révisée, le chef de l'État, donc le nouveau chef de l'État prendra fonction le 23 mai. Pour certains, c'est une prorogation du mandat du président de la République. Quel regard portez-vous justement sur cet aspect soulevé aujourd'hui par certains juristes? Écoutez, il faut déjà constater que l'acte par lequel le chef de l'État est habilité à continuer de fait, hein, pas de droit, de fait son mandat, c'est la Constitution révisée donc du 1er novembre 2019, la loi 2019, la loi 2019-040 donc du 1er novembre 2019 portant Constitution révision. Voilà. Donc, vu ainsi, il faut comprendre que aujourd'hui, lorsque vous voulez parler de notre Constitution, vous parlez de la Constitution du 11 décembre 1990, révisée par la loi tant. Donc, à partir du moment où c'est la loi fondamentale elle-même qui, dans un réajustement d'un certain nombre de dispositions de 90, permet de fait au chef de l'État de quitter le pouvoir après le terme normal de son mandat. Il n'y a pas révision. On n'a pas touché à la durée du mandat présidentiel. On a juste réajusté la durée. Et donc, il y a une période au cours de laquelle celui qui est là restera. Et donc, le temps de finir, de passer le pouvoir à celui qui est justement élu pour le prochain mandat. Dans la mesure où, en matière de passation de charges, celui qui est en place est habilité. D'abord, il passe son mandat, mais il doit pouvoir transmettre le pouvoir à celui qui lui a succédé. Et donc, même si le mandat finissait régulièrement le 5 avril à minuit, du 6 avril, puisque le premier tour n'est prévu que le 11 avril, donc du 6 avril jusqu'au moment où il doit passer service, s'il n'y a pas quelqu'un à qui il passe service, il garde, il gère les affaires courantes, et ce n'est pas lui qui organise les élections, mais le gouvernement, même si le chef de l'État n'a pas de mandat, le gouvernement est en place et agit jusqu'à ce que le nouveau gouvernement arrive. Donc, dans l'absolu, il n'y a aucun débat à faire, il n'y a pas de problème, on n'a pas prolongé le mandat présidentiel. C'est quand même un débat de 45 jours. Si c'était quelques jours, on allait comprendre, c'est beaucoup de jours quand même. Validé par la Constitution révisée. Comprenez, c'est-à-dire que c'est validé par la Constitution révisée. C'est une situation exceptionnelle validée par la Constitution révisée dans la mesure où... Est-ce que cela a échappé aux élus de la 8e législature? Non, ils ont inséré, oui, je ne pense pas que cela leur a échappé. Ça a plutôt échappé à ceux qui, aujourd'hui, en parlent. Parce qu'ils auraient dû en parler au moment où la Cour constitutionnelle connaissait donc du contrôle de constitutionnalité de cette loi organique, de cette loi portant la constitutionnelle. Et donc, la Cour aurait pu opiner clairement là-dessus. Mais la Cour peut le faire encore aujourd'hui. Elle a le pouvoir de le faire. Il n'y a pas de prolongation du mandat du chef de l'État. Il y a juste... il n'y a pas de prolongation de mandat du président, de l'institution président de la République. Cela dit, l'homme Patrice Talon, en poste depuis le 6 avril 2016, président de la République, va devoir chevaucher, va devoir terminer et rester jusqu'au moment où son successeur est élu et désigné et prendra. Il n'y a pas de quoi. Je pense qu'on a connu une petite, quelques petits virements comme ça par rapport à l'Assemblée nationale. En 91, l'Assemblée a été installée le 4 avril. En 95, on a tenté de le faire, mais après, des situations ont fait en sorte que... Mais ça, c'est... Dans le cas d'espèce, c'est pas voulu, c'est pas décidé par le président qui est là. C'est une révision constitutionnelle qui a repoussé les délais sans toucher au mandat présidentiel. Il faut bien qu'on comprenne que le mandat présidentiel n'est pas touché. Il est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et donc, la durée ne fait pas partie du mandat? Non, comprenez que c'est un décalage spécial, exceptionnel, et ponctuel, lié à des réajustements qu'on apporte à que la révision, que la loi constitutionnelle, oui, la loi du 1er novembre 2019 a
apporté à la Constitution de 90. Donc, il n'y a pas eu de prorogation. Si prorogation, ça veut dire que le prochain président aura 5 ans, 45 jours, et l'autre président, non, il ne pas de ça. C'est un changement, c'est une modification ponctuelle. Hein, qui a créé. Non, il n'y a pas de tradition. Non, on est en droit. Dans le cas d'espèce, un texte de même valeur a changé quelques dispositions, a modifié les dispositions pour pouvoir préciser, pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Et donc, du coup, ça crée un petit décalage. Il n'y a pas de tradition, il n'y a rien, il n'y a pas. C'est dans les normes, c'est dans la pratique institutionnelle. Maintenant, si la Cour constitutionnelle veut, si la Cour estime que cela lui a échappé, parce que c'est elle qui a la main, il faut bien qu'on le sache. Si elle estime que ça lui avait, cela peut-être lui aurait échappé, peut-être, alors, elle peut rectifier ce qu'on peut considérer alors comme une erreur matérielle. Donc, c'est ça que je dis. Elle peut s'auto-saisir et faire une rectification d'une erreur matérielle en la matière. Mais il faudrait qu'elle estime que c'est une erreur matérielle et qu'elle peut s'auto-saisir et corriger. Mais si elle estime, comme moi, que ce n'est qu'un ajustement ponctuel, pratique, dans le cadre donc de l'amélioration de la disposition de 90, moi je ne vois pas, il n'y a pas de problème. Le président de la République n'a pas de mandat prorogé. Le texte constitutionnel de 2019 lui permet de rester au pouvoir jusqu'à ce que son successeur soit élu et au second tour. Ou bien, enfin, donc, en tout cas, soit élu. Et une fois qu'il est élu, bon, il passera. Si par exemple, pas l'extraordinaire, le successeur était élu au premier tour. Donc, à moins que la loi, j'ai pas fait attention, à moins que la loi ait précisé le moment où le pouvoir doit être passé. Non, on parle du 4e dimanche, voilà. Voilà, le 4e dimanche du mois de mai. Donc, du coup, c'est fini. Donc, ça veut dire que celui qui est là, de fait, l'autre, le nouveau texte ayant précisé désormais les termes, le pouvoir ne peut pas rester vacant. Il y a quelqu'un qui est là, il restera là jusqu'à ce qu'il peut gérer les affaires courantes, jusqu'à ce que ce successeur soit installé le 4e dimanche donc, du mois de mai. J'espère que ce n'est pas une polémique qui est ouverte et qui nous avons l'habitude des polémiques, ça ne change pas. On a l'habitude des polémiques, mais je vous ai dit, on ne réinventera pas le droit, on ne réinvente aucune roue. Les polémiques ça fait partie de notre quotidien, surtout à la veille. Là aussi, déjà, un texte aussi clair que le parrainage fait l'objet de tant de polémiques, vous n'allez pas me dire quand même qu'on en est à une de près. Donc, en tout cas, 2 personnes sont citées, 2 personnalités sont citées et qui sont conviées au tribunal de l'histoire, comme le disait donc l'auteur de cet audio que nous avons entendu, Nouroudine Sagassalé, l'ancien président de la Cour constitutionnelle Théodore Olo et puis l'aspirant à la fonction présidentielle Joël Aïvor. Nous aurons la chance de les entendre sur cette question. Franchement, ils sont libres d'intervenir ou pas. Ça, je pense que c'est à eux de valider. Pas moi. Tout simplement. Avant de vous laisser partir, Agapit Napoléon Maforican, nous observons une vague de démissions dans un certain nombre de partis politiques, comme Moël Béné par exemple, et l'UDBN. C'est la chose normale des choses. En fait, la réforme du système partisan a prévu cela ou c'est une insuffisance? D'abord, il ne faut pas voir la réforme du système partisan tout. Ce qui se passe, c'est le fait de... C'est la chose des hommes. Ces 2 partis sont restés dans l'ancien système. C'est-à-dire que se sont mis à jour, mais sont restés des partis de quelqu'un. Et donc, la réforme du système partisan a vocation de happer ces partis-là. Je vous ai dit que le PRD, rappelez-moi, je l'ai dit il y a quelques semaines ici, le PRD doit se réinventer ou il disparaîtra. Je l'ai dit. Je l'ai dit, j'ai dit, l'UDBN, toutes ces partis qui sont créées autour des individus ont vocation à se réinventer pour exister ou à disparaître. Il n'y a pas autre chose. La réforme du système partisan est faite pour que les grands partis survivent. Ce n'est pas pour des partis présidents, pour des partis individuels, pour des entreprises individuelles. Quelle doit être la personnalité, l'envergure de ceux qui portent ces partis, quelle que soit leur allégeance au chef de l'État, quel que soit l'amour qu'ils ont pour le président, il se fait que le système tel qu'il est façonné aujourd'hui ne permettra pas à un individu de porter un parti. Parce que vous ne pouvez pas être... vous ne pouvez pas faire face aux exigences de la nouvelle carte politique, de la nouvelle structuration politique du pays, en gardant un parti propriété privée. Donc, ces partis-là ont des gens démissionnent, ne veut pas dire que les partis-là vont disparaître systématiquement. Le PRD, en 30 ans, a tellement connu des démissions. Donc, je ne sais pas, à une démission près. L'UDBN en a connu, je ne sais pas, une près. Mais
c'est une sonnette, c'est comme une sonnette d'alarme. Ces partis doivent se réinventer, doivent se réadapter à la nouvelle chose. Et par exemple, pourquoi ils ne fusionnent pas, par exemple? Ou alors pourquoi ils ne fusionnent pas et s'ouvrir à d'autres courants et former un autre conglomérat politique. Un grand parti. Un grand parti, voilà. Ou alors, c'est ça. Maintenant, quand vous dites ça, on dit que vous êtes là pour déstabiliser les partis. Un individu ne peut pas déstabiliser un parti, pas le verbe, c'est pas les propos d'un consultant qui déstabiliseront un parti. Mais je dis, si les partis ne se réinventent pas, ne s'adaptent pas à la nouvelle vision, ne s'adaptent pas à la nouvelle logique, ne s'adaptent pas à la nouvelle donne, ne s'adaptent pas à la nouvelle philosophie, ils vont disparaître. Les présidents vont se retrouver avec 100 troupes. C'est comme un général sans troupes, c'est comme un roi sans cour. C'est-à-dire que vous êtes là et vous regardez derrière, vous ne voyez plus personne derrière parce que vous êtes réduit à votre plus simple expression. Ça, on va indéniablement vers ça. Il n'y a rien à dire, c'est un processus qui est en marche et qui ne peut pas... c'est irréversible. Et donc, il faut en prendre conscience. J'espère qu'ils prennent conscience. Je l'ai dit lors de l'université de vacances du PRD, quand je vous ai dit, le parti, tout ce que dit le président Ngwedi, c'est bien, tout ça c'est bon, mais ce moment-là est passé, c'est terminé, ces moments sont terminés. Toute la fierté du grand PRD, de Louis, mais arc-en-ciel, avec identité, avec le logo, ça c'est bien. Mais ça va continuer seulement si il rassemblait large, hein, en s'ouvrant, en ouvrant le capital en griffe du parti à d'autres. Et donc, l'entreprise appartiendrait ainsi à tout le monde et donc à personne. Mais si c'est tout, telle entreprise, Adrien Ngwedi, telle autre de Claudine Prudencio, on n'a pas l'impression que ça puisse. Ils peuvent éjecter des moyens. Mais ça ne peut pas continuer parce qu'ils se fatiguent. Ils vont se fatiguer à injecter des moyens dedans. Ils vont se fatiguer. Mais ça ne peut pas prendre parce que la donne, les autres ont déjà pris du terrain, ils ont déjà le terrain en main et ils auront plus de moyens parce qu'ils sont ensemble, ils vont ratisser l'âge, ils vont gagner les élections et gagneront en mais ça pourrait également être une guerre entre partis politiques de la mouvance présidentielle, des débauchages, pourquoi pas? Parce que c'est des membres fondateurs qui quittent des partis comme Moël Bénin, comme l'UDPN, pour se retrouver certainement ailleurs. Est-ce qu'il a déjà quelqu'un de démissionné et de changer de parti politique? Bon, on se retrouve quand même dans la même famille. Pourquoi alors quitter voilà, tel courant de famille pour aller dans un autre? Vous n'êtes pas si naïf que je crois. Hein? La politique, c'est tout, sauf le monde imaginé par Candide. Hein? C'est pas ça, c'est pas un monde Candide. La politique. Les gens travaillent pour pouvoir exercer, conquérir et exercer le pouvoir. Donc ils estiment que ici le lait n'est pas fort, ils vont ailleurs. Le problème avec la réforme du système partisan, il faut pas penser que la réforme du système partisan va mettre fin à toutes les tares. C'est chemin faisant que certaines choses vont se mettre progressivement en place. On est en deuxième année, pratiquement troisième année, pratiquement deuxième année. Hein, de mise en place de nouveaux partis. Et vous voyez derrière leur assise, les autres, ils sont obligés de s'adapter ou ils vont disparaître. Maintenant, la guerre va se jouer quand on va se retrouver avec 4-5 partis au plus. 4-5 partis. C'est eux qui animeront la vie politique. Et donc, démissionner d'un parti pour aller à l'autre, c'est que vous sera difficile parfois parce que vous avez du mal à intégrer l'autre parti. Aujourd'hui, c'est facile encore parce que ça se crée, ça se met en place. Mais dans 5-10 ans, démissionner d'un parti pour aller dans un autre serait difficile parce que les places seront déjà prises, les positions sont déjà là et vous ne pouvez plus facilement faire l'ascenseur. Aujourd'hui, c'est jouable. Donc, laissons le temps au temps et vous verrez que ces partis unipersonnels, les partis individuels, entreprises privées vont disparaître. Et quand eux vont disparaître, les autres maintenant, ce sera un rapport de force sur le terrain. Et là, vous verrez bien que ces réformes-là, on ne fait pas une réforme pour avoir les résultats en un an ou en 2 ans. C'est des réformes dont les vrais fruits vont commencer. Là, en 2026, on va faire les élections générales, vous verrez bien le visage politique. Ce sera un visage pas encore totalement assaini, mais ce sera un visage déjà déblayé. En tout cas, non pas clairsemé, en tout cas rasé. Déjà débroussaillé. Il va falloir mettre un peu de l'autre. Le président Patrice Talon cherche-t-il son dauphin ou son colistier, j'allais dire? Il lui faut un colistier. Donc, s'il le cherche, certainement pas.
s'il a pris la décision d'être candidat, c'est sûr qu'il a déjà une idée de ça. En fait, quand il dit que ma décision est prise, est-ce que la décision du colistier également est, Pourquoi pas prise? Première chose, Ce serait quand même bien difficile. On a beaucoup de soutien. Et bon, non, c'est lui. On dirait que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Il y a autour du chef de l'État un certain nombre d'intellectuels, enfin de politiques qui le soutiennent. C'est lui qui est le candidat. C'est lui qui dira, peut-être. Et voilà. Je propose cette personne. Et donc c'est lui seul qui décide du colistier. On vous a dit qu'il a rencontré ses soutiens ce week-end. Ça veut dire quoi? C'est quand même pas... c'est pas un timonier. C'est ça qu'on a refusé. Il a échangé sans doute avec eux. Il a parlé avec eux. Mais ne demandez pas d'être là pour savoir tout ce qu'il a dit. Vous n'êtes pas encore... Donc, nous verrons... C'est sa volonté compte. On ne peut pas lui imposer un colistier. On ne peut pas le lui imposer. Donc, du coup, ils vont y aller, hein, de négociations. Et sans doute, il aura son avis à donner. Et donc, voilà. Donc, parce que c'est quelqu'un qui a vocation à travailler sur son nombre, éventuellement. Il ne faut pas que ça devienne un concurrent. C'est ça. Et connaissant le béninois, il faut s'en méfier. Donc, il ne faut pas faire de l'angélisme. Hein. Dans le cas d'espèce, nous connaissons. Il peut y avoir la guerre des choses. Parce qu'il y a ce risque également. Il peut y avoir la guerre des choses dans l'ombre, il peut y avoir des trucs. On connaît tout ça. Alors donc, quand on sait que c'est quelqu'un qui est là pour assurer le reste du pouvoir, il faut faire beaucoup attention. Donc, le chef d'État, il n'est pas de moindre, donc il connaît le terrain, et donc les autres partis aussi. Je pense qu'ils vont faire des réflexions, et pour moi, ça c'est pas un problème. Il peut y avoir 3, 4, 5 candidats peut-être qui souhaiteraient, il peut y avoir quelques frustrations en fin de compte, mais ça fait partie de l'ordre normal des choses. C'est pour moi, le vrai casse-tête, ce ne serait pas ça. Le chef d'État a déjà géré tellement de casse-tête que je ne pense pas que c'est ça, celui-là qui va lui... Il aura fait des choix, sans doute, à fâcher certains, à contenter d'autres, peut-être. Mais ainsi va la vie. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Waforican. Je rappelle, vous êtes notre consultant politique, expert électoral par ailleurs, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de la chronique du soir pour le compte de ce numéro de votre émission Le Grand Soir. Et c'est la fin également de votre émission Le Grand Soir. Vous nous suivez sur nos canaux digitaux, le www.etelebénin.com. Vous n'oubliez pas de télécharger notre application ETélé Bénin, notre chaîne YouTube, c'est bien ETélé Bénin, et puis notre page Facebook ETélé Live. Merci de toujours nous rester fidèles. Vous suivrez toujours après nous les filles de la mafia, votre feuilleton. Vous n'oubliez pas votre rendez-vous avec Palabre Citoyenne, et vous finirez par suivre également cette tranche, donc ce rendez-vous avec Stanislas Benouko à moi. Il s'agit de Raconte ta journée. Bonne soirée à chacun et à tous.